Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à la publication des Podium Africa Lights Hot Debate. Je vais très rapidement vous lire la présentation de ces premiers thèmes dont l'étendue, le contenu, la profondeur et la complexité interpelleront certainement plus d'un esprit curieux. Comme vous êtes déjà prêts, sans plus attendre, allons-y. En guise d'éclaircissement par rapport au contenu du thème proposé, il m'a semblé plus honnête de préciser que j'ai été inspiré, d'une part, par une loi économique et d'autre part, par des réflexions provenant d'une observation critique conséquente relative à un fait économique souvent occulté. S'agissant de la loi économique, il nous enseigne que 3 facteurs fondamentaux déterminent tout développement économique et ce sont les matières premières, la main-d'œuvre, les capitaux tant financiers que techniques. Or, en y regardant de très près aujourd'hui, surtout en Afrique noire, nous constatons malheureusement que certains pays remplissant toutes ces conditions restent toujours sous-développés et pauvres. La République démocratique du Congo, RDC, et la Guinée-Conakry sont des exemples vivants pour ne citer que ces 2 pays. Par ailleurs et curieusement, d'autres pays d'Afrique noire, ne remplissant pas ces conditions, se portent économiquement plutôt mieux, et c'est le cas pour l'Éthiopie et auparavant le Rwanda d'une certaine époque, entre autres. Parlant maintenant de l'observation critique du fait économique occulté, il s'agit notamment du rappel de l'existence effective des pays industrialisés et développés dans chacun des 2 grands blocs idéologiques antagonistes et rivaux que sont le grand bloc capitaliste occidental des pays à économie libérale et le grand bloc collectiviste des pays de l'Est à économie dirigée. Il est aussi fondamental de rappeler que tous les pays d'Afrique noire entretiennent depuis longtemps des relations économiques, politiques, culturelles avec plusieurs pays de ces 2 grands blocs idéologiques rivaux, bien avant le phénomène des indépendances. Cependant, force est de constater aujourd'hui qu'en dépit de tout, les pays d'Afrique noire n'ont jamais su ou pu profiter des immenses opportunités et expériences de développement des pays industrialisés de ces 2 grands blocs idéologiques antagonistes et rivaux pour enfin entreprendre eux aussi à leur tour et en toute autonomie leur propre développement économique. Cette situation au demeurant embarrassante interpelle plus particulièrement les dirigeants africains noirs et dès lors, ces derniers devraient sérieusement s'interroger sur la véritable cause du sous-développement de leur pays. Serait-elle d'ordre naturel, structurel, conjoncturel, endogène, exogène, une fusion des 2 derniers ou alors de tous ces ordres? Autant de questions et d'appréhensions qui renvoient légitimement à l'exploration d'autres problématiques et incidents. La présente thématique n'est qu'une amorce impliquant à son tour des analyses minutieuses approfondies, permettant le cas échéant d'apprécier ou non l'intérêt de la stratégie de rupture des alliances économiques et politiques
prônée actuellement par certains pays d'Afrique noire comme parangon de leur développement économique. Peut-être que ces pays auraient raison, mais comme personne ne détient la science infuse pour prévenir l'avenir avec certitude, il pourrait tout aussi bien avoir tort et ne se contenter malheureusement plus tard que d'une victoire pyrrhique sans grand intérêt par rapport aux résultats attendus ou espérés. En effet, beaucoup de pays d'Afrique noire abandonnent progressivement le grand bloc idéologique capitaliste occidental traditionnel du système économique libéral et s'y rattachent au grand bloc idéologique collectiviste et rival des pays de l'Est à économie dirigée en tant que nouveau paradigme de leur survie économique. Tout se passe dans le contexte d'un monde désormais multipolaire, hyper compétitif et aux allures guerrières visibles et dangereuses. Mais, sachant par ailleurs que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, cette nouvelle stratégie de rupture des alliances adoptée dans des circonstances imprévisibles pour éventuellement réussir l'hypothétique développement économique de certains pays d'Afrique noire, s'opère malheureusement elle aussi dans les mêmes conditions de dépendance technologique que les précédentes. Visiblement, cet état de faiblesse technologique dénote la réelle absence de la maîtrise scientifique, élément pourtant indispensable et incontournable pour tout véritable développement économique. Et nous revoilà encore devant l'impitoyable impasse du réalisme économique, clairement illustrée par une doctrine américaine largement connue des milieux économiques et politiques, selon laquelle les États ont des intérêts, mais n'ont pas d'amis. C'est dire brièvement que point de philanthropie en matière de développement économique, car sans intérêt, pas d'action. Il ressort dès lors et en toute logique que toute personne irréaliste, physiquement et mentalement bien constituée et responsable, travaille d'abord pour sa propre survie, ensuite pour celle de sa famille, de son pays, et éventuellement enfin pour celle du reste des populations du monde dans la limite de ses possibilités, personne ne pouvant d'ailleurs subvenir seul aux besoins de toute l'humanité, quelle qu'en soit sa bonne volonté ou le degré de son humanisme. Il ne s'agit là que d'une disposition naturelle, hormis les allégations purement mensongères, démagogiques et intéressées de certains professionnels de la politique, déclarant parfois être capables de tout, notamment pendant les périodes électorales. À propos, le contenu des discours de l'ancien secrétaire d'État américain, en l'occurrence John Foster Dulles en son époque, corrobore et systématise parfaitement cette réalité. En effet, l'éminent homme politique américain ne cessait de rappeler à ses naïfs interlocuteurs africains noirs surtout que les États-Unis d'Amérique ont des partenaires, mais que les États-Unis n'ont pas d'amis. Abondant toujours sur la même rhétorique, le défunt ancien président de la République française, Jacques Chirac, à son tour, déclarait toujours lui aussi, et à chaque occasion à ces mêmes naïfs interlocuteurs africains noirs, qu'on n'importe pas le développement dans un pays comme de la marchandise dans des cartons et des sacs. À toutes ces réticences bien fondées et jusque-là amicales, s'ajoutent aujourd'hui les cris de colère de l'actuel président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, exacerbés et très remontés, invitant ouvertement tous les Africains noirs à se rebeller pour se débarrasser de leurs dirigeants pierres et irresponsables.
Voici en substance la déclaration du président Trump à l'endroit des Africains noirs qui, au lieu de se battre sur place dans leur pays d'origine respectifs, préfèrent plutôt fuir la misère de leur continent en s'exilant dans les pays industrialisés de par le monde et plus particulièrement aux États-Unis d'Amérique. Dans cette catégorie d'Africains noirs, le président Trump déclare: Dieu a béni votre pays, retournez chez vous et demandez des comptes à vos dirigeants corrompus, arrêtez de traîner dans les rues d'Amérique. Si les Américains étaient dociles et refusaient de déclencher la révolution, vous ne verriez jamais une nation aussi étonnante que les États-Unis. Si la France était restée muette en 1775, vous ne verriez pas une nation développée comme la France. Si vous le souhaitez, continuez à jouer à la politique tribale dans la souffrance pendant que votre classe dirigeante pille avec un abandon imprudent, etc. Autant d'interpellations et de mises en garde, rappelant régulièrement aux dirigeants africains noirs que le véritable développement économique d'un pays est un long et complexe processus interne bien pensé et bien structuré par les nationaux, et non le résultat des seules initiatives et aides provenant de l'extérieur. Mais alors, après tant d'avertissements, tant de mises en garde et de rappels, si certains dirigeants africains noirs ont continué et continuent toujours volontairement ou non, sciemment ou non, naïvement ou non à faire la sourde oreille, en ne s'occupant que de leurs propres intérêts à travers les pillages massifs des fonds publics et au détriment des populations de leurs pays respectifs, serait-il vraiment objectif aujourd'hui de ne s'en prendre exclusivement qu'aux seules puissances extérieures pour tenter de cette manière lâche, honteuse et irresponsable de justifier l'absence du développement économique apparemment endémique de certains pays d'Afrique noire? Quel Africain noir relativement raisonnable prétendrait aujourd'hui, dans de telles circonstances, que les Africains noirs eux-mêmes n'auraient aucune responsabilité directe ou indirecte dans le naufrage économique de leur propre continent qui est l'Afrique noire? L'absurdité actuelle demeure paradoxalement sur le fait que les pays africains noirs engagés dans la nouvelle stratégie des ruptures des alliances opèrent toujours et encore à partir des initiatives et expériences technologiques totalement étrangères, celles qui auparavant symbolisèrent et légitimèrent la soumission économique et politique historique des pays de la périphérie en général et ceux d'Afrique noire en particulier. Aussi, même s'il est effectivement vrai aujourd'hui que cette stratégie de rupture des alliances devient un réel verrou sécuritaire contre les attaques terroristes venant des pays africains ennemis et d'ailleurs, qui essaye ainsi de déstabiliser tout pays africain qui l'adopte, on se demandera toujours si cette unique stratégie de rupture des alliances suffira à elle seule à promouvoir véritablement le développement économique en l'absence des réelles initiatives et expériences scientifiques d'accompagnement endogène. Malheureusement pour les Africains noirs, la science demeure le maître mot et nul ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est aussi l'occasion de rappeler aux plus naïfs, s'il y en aurait encore, l'existence du concept coût d'opportunité, une ancienne pratique familière aux spécialistes de l'économie internationale et des échanges internationaux entre les pays industrialisés et les pays dépendants. En effet, le coût d'opportunité est cette appellation savante des pratiques plus ou moins occultes, lesquelles permettent de valoriser en puissance les innovations technologiques des pays industrialisés, justement au cours des échanges et interventions dans les pays en développement de tous bords. Le coût d'opportunité
est ainsi automatiquement et universellement appliqué par tous les pays industrialisés qui maîtrisent la science et détiennent les brevets d'invention des applications technologiques entrant dans les processus d'exploitation, de transformation et de commercialisation des matières premières des pays dépendants. Dans cette perspective, le coût d'opportunité permet à tous les niveaux, à tout instant et en tout lieu, de relativiser la valeur économique des matières premières des pays sous-développés. Force est malheureusement de reconnaître de nos jours qu'il en sera toujours ainsi tant que les pays dépendants ne maîtriseront pas la science et ses applications technologiques. Cet aspect du thème suscite d'autant plus d'interrogations et d'inquiétudes que beaucoup d'Africains noirs confondent aussi le sens des concepts développement économique et progrès économique, deux concepts qui pourtant en termes d'impact ou d'incidence économique et sociale n'ont pas la même signification. Compte tenu de ce qui précède, les deux questions essentielles d'ailleurs liées qui se posent sont les suivantes. Première question. Les seules alternances de certains pays d'Afrique noire entre les deux grands blocs idéologiques historiquement rivaux dans les mêmes conditions de dépendance technologique, c'est-à-dire en l'absence d'initiatives scientifiques endogènes avérées, ne s'apparenteraient-elles pas à un simple changement de pôle d'un même fusil, notamment dans la perspective de l'émergence d'un véritable développement économique et politique national? Enfin, la seconde question, qui reste étroitement liée à la première, s'intéresse plus particulièrement au bien fondé de l'efficacité et de la pertinence même de la stratégie de cette alternance prônée par certains pays africains noirs par rapport justement à leurs objectifs de développement économique, politique et social. Or, en l'absence aujourd'hui de structures technologiques véritablement endogènes, concrètes et durables, on ne pourra s'empêcher ou s'abstenir de s'interroger si cette stratégie de l'alternance ne serait finalement elle-même pas un nomadisme d'embarras, une sorte d'innovation économique de circonstances intervenue dans des conditions géopolitiques et géostratégiques imprévisibles en une période d'indécision s'illustrant par des conflits permanents. Toutes ces inquiétudes conduisent enfin à la seconde et dernière question, qui est la suivante. Seconde question. Sachant que la stratégie de l'alternance des alliances s'opère actuellement dans les conditions d'une totale dépendance scientifique et technologique des pays d'Afrique noire, cette stratégie ne risque-t-elle pas, elle aussi, et à court ou moyen terme, de conduire fatalement à son tour aux mêmes échecs économiques, politiques et sociaux que ceux connus dans le passé? Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'en ai terminé. Merci infiniment pour votre attention, votre patience et bonne année 2027.